Ouvre bien tes grands yeux bleus, parce que ce que tu vas voir, c'est mieux que du bidouillage. Ça frôle le génie. Ce mini-magnétoscope, accompagné de sa splendide cassette. Et voilà, regarde-moi ça. Bonjour et bienvenue dans Kinopod. C'est génial. Bah, je veux que c'est génial, c'est moi qui l'ai fait, dis-moi. Je suis votre hôte Jean Schwarzenegger et mes culturistes sont... Laurent Vachaud, l'espion qui podcastait. Francis Weber, I'll be back. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur True Lies sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Laurent, scénariste la journée et podcasteur la nuit, et Francis, cinéaste et père hors pair, qui nous honore une fois de plus de son auguste présence. Normal, mon petit garçon, c'est très normal. Auguste comme le clown. Eh oui. Et voilà, comme tu nous l'as prouvé immédiatement. Ça, j'aime mieux, tu vois. Ouais. Mais donc, merci de revenir nous dire bonjour. Et avant toute chose, comme d'habitude, un rappel qui a son importance pour la continuation du show. N'oubliez pas de liker et de follower et de souscrire la chaîne Abracadapod sur YouTube avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff, son Katia Lazareva qui sont avec nous aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir, en plus de vous avoir, Laurent et papa. Donc, maintenant, en l'absence de Maître Sedbon, c'est moi qui vais vous faire le pitch, le fameux pitch, comme si nous étions un producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Can you cover me for an hour? Just an hour? You should tell that stud to take more time. Shut up. Hélène Tasker s'ennuie avec son mari Harry, un vendeur de computers, mais leur vie va basculer quand elle va découvrir que Harry est un super agent secret. Super gag, super rebondissements s'en suivent. Car nous sommes entre les mains de James Cameron, un cinéaste à part, comme Francis, qui nous raconte tout de suite sa rencontre avec Big Jim. Tu l'as rencontré, James Cameron ? Oui, absolument, oui. C'était pas une rencontre marrante pour moi, parce que d'abord, c'est un extraterrestre, ce type, par rapport à moi, tu vois. Et en plus, c'était pour le prix des distributeurs qui se passait en Hollande. Et il y avait deux choix. Les Américains avaient choisi Cameron et les Français avaient choisi moi. On est arrivé avec Nicolas Seydoux, qui était le patron de Gaumont, tu vois, tous les deux. On était les deux seuls Français dans une salle pleine d'Américains. Il y avait les metteurs en scène, les artistes, mais surtout les sponsors des films. Tu vois, je ne dis pas les marques parce que je n'ai pas reçu mon enveloppe habituelle, mais c'était une énorme audience, pas pour les Français, j'aurais été deux seuls. Et c'est le premier qui passe en scène, c'est Cameron. Wow. Et là, c'est l'imprécateur. C'est-à-dire qu'il était le poing levé, il était en train d'annoncer le cinéma futur, et en même temps, on passait des extraits de ses films, et ça pétaradait de tous les côtés, etc. C'était hallucinant, tu vois. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Et puis après ça, je me disais, mais qu'est-ce que je veux devenir avec mon petit bobino? Il y avait le dîner de con. Deux types sur un canapé. Deux types sur un canapé. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Et attends, il m'est arrivé une mésaventure que j'adore, c'est que Nicolas Seydoux dit, maintenant, je vais vous présenter Francis Weber, qui est que, etc. Et il dit, on va d'ailleurs montrer le film qui nous a valu cette distinction par les distributeurs. Il lance le film, et le film est muet. C'est-à-dire qu'il y a un incident technique. Oh. Non seulement deux types sur un canapé, mais ils ne parlent pas en plus. Donc j'ai là comme un con en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ici, ça. Et à ce moment-là, le type qui présentait, qui s'appelait Mitch Neuhauser, tu vois, ça m'a frappé. Il dit, excusez-nous, tout ça en anglais bien sûr, excusez-nous, on a un petit incident technique, mais on va demander à Francis de monter sur scène pour nous parler un petit peu de son film, évidemment, puisque le film ne pouvait pas parler. Donc je monte sur scène, et là il se passe quelque chose, j'ai eu le seul coup de génie de ma vie. Je me suis trouvé en face avec ces deux gros micros et cette audience américaine, et j'ai dit... Bon, rire dans l'assistance, j'ai raflé ma petite statuette, Ouais. Et on est parti avec Nicolas Seydoux à l'aéroport. Tu vois. Ah ouais. Bravo. Ben oui, mais je le mérite. Et maintenant, c'est au tour de Laurent, justement, de nous ramener en France avec la genèse du film, qui est un remake, bien sûr. Alors, c'est le remake, on le sait, du film de Claude Zidi qui s'appelle La Totale,
qui est produit d'ailleurs par Jean-Louis Lévy, l'ancien agent de Francis, qui était devenu producteur à cette occasion. Non, déjà quelques années avant. Et donc c'est un film, en plus, la totale, je crois qu'il n'y avait pas eu un succès énorme en France. Hein. C'est-à-dire, je me souviens, parce que moi j'avais travaillé pour Jean-Louis Lévy comme lecteur à l'époque, et en fait lui il misait sur ce film pour casser la baraque, et à côté il avait Tous les matins du monde d'Alain Corneau, où il pensait que ça allait un peu se gaufrer à cause du sujet, et que ça a été le contraire en fait. Tu vois, c'est-à-dire c'est Tous les matins du monde qui a cartonné, et l'autre qui est un peu déçu. Tu vois. Mais toujours est-il, il paraît, c'est ce qu'on raconte, que Claude Zidi était allé aux États-Unis, je crois, dans un festival, et il y avait eu des cassettes de la totale avec des sous-titres anglais qui avaient été donc diffusés en Amérique à l'occasion de ce festival, et une de ces cassettes serait arrivée entre les mains du beau-frère de Arnold Schwarzenegger, qui s'appelle Shriver, enfin, je ne me rappelle plus son prénom. Et c'est comme ça, en gros, que ce type aurait signalé ce film-là à Arnold Schwarzenegger en disant c'est vraiment marrant ce truc-là, il y a une idée, quoi. Enfin, justement, c'est pour ça que Francis a choisi le film aujourd'hui, parce qu'il y a un postulat de départ très très fort de comédie. Where's the image coming from? Got a CCD camera and a transmitter and a pack of smokes out there. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, là? Mais je le crois pas, hein. C'est ta veste? Mais c'est ma veste. Dana! It's ripping you off. Dana! I knew it. Crevure. Tu crois, toi, tu me dois 305. Et qu'on peut penser à des films, tu parlais du Magnifique. C'était drôle en termes parentés. Électricité Mozart. Je voudrais, moi, parler un petit peu de ce qui est arrivé à Zidi. Ouais. Parce que Claude Zidi est un cinéaste qu'on connaît, efficace, qui a fait une carrière très belle, et qui en plus a une tête de pont à sa carrière, j'ai bien dit tête de pont, à sa carrière, qui est Les Ripoux, qui est un très bon film. D'ailleurs, il y a eu un Oscar, ce qui est rare pour une comédie, enfin César, ce qui est rare pour une comédie. Il lui est arrivé un cadeau empoisonné atroce. N'importe quel scénariste, n'importe quel metteur en scène ne peut pas souhaiter ça pour lui-même. Parce que son film, même s'il a eu un succès modeste, était bien fait, et arrive dessus l'extraterrestre. C'est-à-dire Cameron. Et brusquement, on se rend compte que quelque talent qu'est Zidi, il n'est pas dans la même ligue que le monstre. Parce que c'est fantastique ce qu'il a réussi à faire avec ce film. On peut parler quand même aussi de budget, parce que Zidi n'avait peut-être pas le budget pour faire un vrai film de James Bond comme fait Cameron. Tu peux donner 10 milliards à un type, il ne sera pas Jim Cameron. Parce que c'est fantastique, tu sais. Il n'y a qu'un truc que je peux reprocher au film, moi. C'est que c'est tellement riche, l'inspiration de Cameron, qu'il y a, à la fin, 25 minutes de trop. Parce qu'on en a assez de ces avions qui décollent à la verticale et tous ces trucs-là. Il a pressé le postulat comme un citron, et il essaie d'avoir un demi-citron en plus. C'est malheureusement un peu le principe de la plupart de ces gros blockbusters qui n'en finissent pas de finir. Oui, mais justement, alors moi je voulais faire un truc qu'on fait dans le restaurant avec le doggy bag. C'est-à-dire que comme c'est des plats énormes que les Américains te servent, tout le monde repart avec un petit sac où ils amènent de la nourriture pour un chien qui n'existe pas. Et là, c'est pareil, je voudrais avoir un film bag, c'est-à-dire que tu prends les 25 minutes de trop, tu les ramènes à la maison et tu les vois si tu en as envie. C'est une formidable idée sur une clé USB. Parce que le film est assez long, hein, il dure plus de 2h30, non, 2h15, je crois. Ouais. Mais effectivement, on peut parler du mariage de la comédie et du film d'action, parce que La Chèvre est une comédie d'action. Ne bougez pas. Et ce film est aussi une comédie d'action, ou Le Magnifique dont je parlais, donc c'est intéressant de voir comment Cameron appréhende la comédie et bien sûr fait l'action mieux que personne tout d'un coup. Écoute, d'abord, il y a une chose que je voudrais dire, moi, c'est que j'ai découvert un Schwarzenegger différent là-dedans. Et il a de la grâce. You tango? C'est ce qu'a dit ma femme. Elle l'a vu, elle a dit, je ne pouvais pas imaginer que ce type stéroïdien au maximum, tu vois, avec ses muscles parodiques, peut danser le tango, peut se mouvoir. Il porte très bien le costume, tu as vu. Magnifique. Ouais. C'est très difficile d'habiller un culturel. Alors que Stallone a plus de mal, tu vois, avec des costumes. Dwayne Johnson aussi, ouais. Il est impossible en costume. Impossible. Schwarzenegger avait de l'humour, alors que Stallone, t'as rarement... Les comédies de Stallone, c'est pas terrible, tu vois. Et Schwarzenegger, surtout, prouve que c'est un comédien. Tu sais que pendant qu'il
poussait de la fonte comme un fou dans les gymnases pour être Mister Olympia. Il prenait des cours de comédie. Ouais. Donc là, j'ai vu un type qui a de la grâce. Bon, le début a l'air d'être fait par les fabricants de James Bond. Justement, est-ce que c'est pas fort de pouvoir faire à la fois un James Bond et un spoof de James Bond dans le même film? Formidable. Ouais. Mais de toute façon, il y a plein de metteurs en scène qui ont toujours voulu faire des James Bond, mais on sait très bien que James Bond n'engage jamais des cinéastes prestigieux. Hein. C'est-à-dire Spielberg, il voulait Ils ont faire un commencé James avec Bond. Mendes un peu, ouais. Ouais, non, mais Spielberg voulait faire Ouais, bien un sûr, James Tarantino, Bond, je et crois. il a fait Les Aventuriers de l'Arche perdue un petit peu pour combler ça, parce qu'il n'avait pas pu faire de James Bond. Christopher Nolan, il a raconté qu'il voulait faire un James Bond. Tu regardes, il y a des éléments de son film qui pourtant pas réussi, là, qui s'appelle Tenet. Il y a un côté James Bond avec le méchant russe, tu sais, avec C'est les vrai. agents secrets. Donc il y a beaucoup de réalisateurs La comme ça poursuite à ski. qui essayent de trouver un sujet pour satisfaire Inception. leur besoin de faire du James Bond. Et je pense que Cameron, c'est ça, c'est-à-dire le début Le début, en tout cas. le début dont tu parles. Quand il c'est enlève vraiment un James sa Bond. combinaison Voilà. de plongée et qu'il apparaît en smoking, c'est dans un des Voilà. James Bond. Mais il y a vu aussi cette double identité, cet agent secret la nuit qui est censé être un vendeur de computers alors que c'est quand même un géant avec l'accent autrichien, c'est le Ce qui est Terminator rigolo, aussi. c'est ce que Francis disait, se reprochait au Magnifique, le film de Broca, c'est-à-dire d'avoir pris Belmondo pour jouer un petit mec qui écrit des romans. Ben là, on pourrait dire un peu la même chose au départ, parce que Schwarzenegger, pour jouer un vendeur de computers, tu vois, un petit peu obscur, tu te dis, les vendeurs de computers, c'est pas des armoires à glace comme ça. Look, steady progress is happening every day. Holy shit, look at that. That is a tankard. What do you call that? It's a beer mug. It's part of the Stammtisch. Et pourtant, ça marche très bien. C'est-à-dire, on y croit. C'est-à-dire, on se dit pas, oh là là, bon, on croit pas une seconde que ce gars soit un simple vendeur d'ordinateur. Sa femme doit être un peu con pour croire qu'il est que ça, tu vois. Ça marche quand même, quoi. Il arrive à faire passer ça. Là où c'est très fort de la part de Cameron, c'est qu'il n'a pas pris ce qui était Boujna dans le film de Zidi, Ouais. il a pris un type séduisant. Elle est entièrement programmée pour ramener les grosses directes de la boîte au plumard. Je me suis régalé avec elle. J'en ai éclaté des paquets. Tu parles de quel personnage? Celui que joue Schwarzenegger dans le film français? Non, celui que joue le type qui se prétend espion dans Ah le oui, film. Ça c'est Bill Paxton. Bill Paxton. What are we talking about here? Pussy, right? Absolutely. Ouais. Il est bien. Ah, il est merveilleux, c'est un acteur fétiche de Cameron qu'on retrouve dans Alien, il est pas mal Terminator. physiquement. Mais moi, j'ai fait ça sur un plan beaucoup plus modeste. C'était mon premier vrai scénario dont il était une fois un flic. Il y a tout à coup Michel Constantin, qui est obligé de jouer avec une fausse femme et un faux enfant au personnage ordinaire, alors que la nuit, effectivement, c'est... Ce qui explique pourquoi tu as choisi ce film, parce que ça pourrait être le genre de comédie que tu écrirais. J'ai surtout choisi ce film parce que c'est une des rares comédies de Cameron, et on se rend compte que son talent est universel, tu vois. Entre Titanic, qui est admirablement fait, enfin je ne vais pas citer tous ses films, parce que c'est à chaque fois une leçon de modestie. Moi, je regrette un peu juste que, comme Lucas, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé son filon Avatar, maintenant, il fait plus que ça, quoi. C'est-à-dire que il fait Avatar 1, Avatar 2, il va faire Avatar 3, 4, tu vois. Donc, ça limite un petit peu... tu te dis que tu aurais envie de voir d'autres films d'un metteur en scène comme ça, tu vois, plutôt que des déclinaisons du même film, quoi. Oui, mais c'est parce que c'est sa drogue à lui d'arriver à aller plus loin dans la technique en régressant dans son contact avec le public. Parce que c'est vrai qu'on en a marre de ces hommes bleus qui Les films continuent à marcher très fort. Attention, il y a le contact. Oui, mais avec il en le public restera est pas toujours là. grand-chose. Moi, je suis plutôt fan de la série, donc je me permets Déjà, d'en être le défenseur aujourd'hui. Le deuxième n'était pas bon, déjà, quoi. Je suis fan aussi. Et de là à me déplacer dans les tout premiers pour aller sur le IMAX dans un... C'est-à-dire que c'est difficile. Moi, j'ai du mal à les voir après sur des télévisions. C'est une expérience vraiment cinématographique sur de ton salle. téléphone. C'est le prochain, ouais, effectivement. Moi, j'avais bien aimé le premier, mais le deuxième, j'avais trouvé ça Bien. vraiment... En tous les cas, on n'est pas là pour parler d'Avatar, mais de True Lies, qui s'appelle Le Caméléon en français. Ah ouais. Et qui a un très bon casting. Kids, 10 seconds of joy, 30 years of misery. Les gosses, c'est 15 secondes de plaisir, mais 30 ans d'emmerde. I got married 3 times, but at least I was never dumb enough to have any. Tom Arnold amène justement ce côté body story cher à ton cœur. Et personne ne voulait de lui. Le studio, c'était un vrai problème pour le studio, parce qu'il sortait à l'époque avec Roseanne Barr, il avait des grands problèmes de drogue, et il était dans tous les gossips, tous les tabloïds, tu vois. Donc Cameron a dit non,
Il a une alchimie avec Schwarzenegger, il faut le prendre, il est drôle, c'est un vrai comique. I'm starting to like this guy. Oh, we still got to kill him. I mean, that's a given. You know. Et tu sais comment Tom Arnold a conquis Cameron? Il est arrivé au casting et puis il a vu Schwarzenegger comme ça, il a dit « Ah, il est pas si grand que ça, maybe I can take him, peut-être je peux le battre physiquement. » Donc ça a plu à Cameron. Une des plus belles répliques à propos de Schwarzenegger, c'était Danny DeVito qui l'accompagne dans Twins, tu sais, les jumeaux, là. Ils arrivent dans un supermarché pour acheter un t-shirt à Schwarzenegger. Et Schwarzenegger enlève sa chemise pour essayer le t-shirt, et DeVito le regarde comme ça et dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est une allergie ou pas ?» Avec tous ses muscles. Julius, what? Are you allergic to something? Mais Jamie Lee Curtis est formidable parce qu'elle a la vis comica. So last night must have been pretty exciting for you. Ah oui, elle est très drôle. Et elle est crédible une fois de plus en héroïne d'action comme ont pu l'être Sigourney Weaver ou... On peut rappeler que dans la totale, c'était Miu Miu qui jouait le rôle de la femme, Thierry Lhermitte qui joue le rôle que Schwarzenegger reprend. Bienvenue au club. Welcome to the club, man. Eddie Mitchell qui jouait le rôle de Tom Arnold et donc Michel Boujna qui jouait le rôle de Bill Paxton. C'était ça le cast. C'était un bon casting, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait travailler l'ermite. Ah bon? Ouais. Le con. Arnold est élégant parce qu'il accepte de mettre le nom justement de Jamie Lee Curtis à côté du sien, tu sais, sur l'affiche. Ouais. Et donc il comprend que c'est un film de couple et il comprend le sujet de Cameron. Where did I get this? Il est vraiment très intelligent. Très intelligent, ouais. Mais ce qui est rigolo, moi, je vais faire ma petite anecdote kubrickienne, parce qu'on peut pas faire un podcast avec moi sans que je sorte un truc sur Kubrick. Hein, quoi. Mais vous savez quand même qu'il y a une influence de True Lies sur Eyes Wide Shut. Vous savez ça? Et c'est pas inventé, hein, c'est avéré. Il se trouve que Kubrick, avant de faire Eyes Wide Shut, vous savez qu'il voulait faire ce film qui s'appelait AI, quoi, qui était un truc sur l'intelligence artificielle, les robots, l'enfant robot que Spielberg a fait après, quoi. Et il voulait des effets spéciaux numériques, hein, qui à l'époque étaient encore à leur balbutiement, puisqu'il n'y avait même pas eu encore, je crois, Jurassic Park, ou que c'était sur le point de sortir. Et donc, il était en contact avec les laboratoires d'effets spéciaux, donc Digital Domain, qui était le laboratoire, la compagnie de Cameron, et il voulait voir les nouvelles images de synthèse, on appelait ça comme ça à l'époque, hein, le CGI. Il voulait voir ça parce qu'on lui avait dit que Cameron vient de faire ça dans son dernier film, donc True Lies. Tu vois, il y a des choses absolument hallucinantes. On voit pas du tout que c'est. Donc il avait dit à Cameron, est-ce que tu pourrais me montrer ton film avant que ça sorte, parce que voilà, pour mon prochain film, j'ai envie de nouvelles images. Donc il y a Cameron avec un type qui s'appelait Denis Muren, qui était donc un des responsables de Digital Domain, qui sont allés en Angleterre chez Kubrick avec une copie qui n'était pas définitive, mais enfin où il y avait déjà les effets spéciaux de True Lies, tu vois. Et ils ont passé le film à Kubrick. Il paraît que Kubrick a adoré le film, qu'il a trouvé très drôle, mais surtout, il a vu que c'était un film comme Eyes Wide Shut sur la jalousie dans le couple, c'est-à-dire sur l'usure du couple avec la femme qui rêve d'un homme qui pourrait la séduire, tu vois, c'est drôle. Alors qu'elle trouve son mari un peu trop terre-à-terre, un peu trop machin, et donc il a été amusé par ça. Et il y a une scène dans Eyes Wide Shut qui reprend les dialogues d'une scène de True Lies. C'est-à-dire que tu vois dans True Lies au début, dans ce prologue que tu évoquais, où on voit Schwarzenegger en James Bond qui danse avec cette magnifique Eurasienne. This is Persian, if I'm not mistaken. Very good. 6th century BC, to be exact. Et ils se mettent à parler d'objets d'art. Do you like the period? Do you like the period? I do. I adore it. I adore it. Do you like the period? I do. Et t'as exactement le même dialogue quand Nicole Kidman valse avec l'espèce de Hongrois où il lui dit I love the period, I adore it. Tu sais, la période, I adore it. Et c'est exactement les deux lignes de dialogue. Et il paraît que c'est Kubrick qui a délibérément fait ça en hommage à True Lies. C'est formidable. On peut imaginer Schwarzenegger dans Eyes Wide Shut. Fidelio asshole. Surtout qu'il passerait pas inaperçu dans l'orgie avec son masque. Énorme. C'est vrai, c'est étonnant d'associer Kubrick à Cameron. Tu vois, surtout, c'est une comédie débridée. Et c'était pas complètement, à part Folle Amour,
C'était pas complètement la spécialité de Kubrick. Non, mais ce qui l'a frappé, c'est que lui, il a vu ça comme un film sur le couple, quoi. Et l'usure du couple, c'est ça qui la t'intéresse. femme qui a besoin de fantasmer sur un autre mari plus soi-disant agent secret, lui. Parce qu'elle ne le voit pas tel qu'il est, si tu veux. Donc il y a quand même une triangulation là-dedans qui est assez comme c'est entre l'officier de marine, Tom Cruise et Nicole Kidman. Là, c'est un peu Bill Paxton, tu vois. Enfin, il y a quelque chose d'amusant. Ce que je veux dire, c'est que c'est inattendu. C'est formidable. Pour finir sur Schwarzenegger, Kubrick et Cameron, vous saviez quand même que Kubrick avait voulu engager Schwarzenegger sur Full Metal Jacket, quoi, à l'époque. C'est-à-dire qu'il voulait qu'il joue le rôle de Animal Mother, tu sais, l'espèce de GI tatoué, enfin la grosse brute, quoi. Bête de guerre, ouais. Et qui était pourtant, je pense que Schwarzenegger était déjà un peu trop vieux pour le rôle à l'époque, hein, c'était 85. Et trop connu surtout pour jouer un tout si petit rôle. Et donc il avait refusé parce qu'il était en train de faire un film qui s'appelait Raw Deal, tu sais, qui s'appelait Le Contrat, quoi, tu vois. Et ça aurait été étonnant de voir le cast de Full Metal Jacket, parce que Denzel Washington a refusé aussi, tu vois. Donc c'était. Tu sais ce qui a fait le plus peur à Schwarzenegger dans le film, c'est le tango. Je comprends pourquoi. Ouais. Et il a pris 6 mois de leçons de tango parce que c'est extrêmement difficile à faire, tu vois, par rapport même aux cascades. Surtout pour un type qui a cette lourdeur. Et brusquement, il a atteint la légèreté, tu vois. Dans quels autres films on entend le morceau de musique, enfin le tango qui est utilisé dans True Lies? On l'entend dans 2 autres films assez célèbres. Dernier tango à Paris? Non, pas celui-là. Dans La liste de Schindler, quand tu vois Liam Neeson au début qui regarde les nazis, tu sais, dans le bar avec sa cigarette comme ça, dans le restaurant où il les voit, t'entends tu vois un couple qui danse, et c'est cette musique-là, d'ailleurs la référence m'échappe, et il y a dans le film avec Al Pacino qui s'appelle Scent of a Woman, tu vois, où il danse avec une jeune fille comme ça, et c'est ce tango-là. C'est drôle. Mais la femme avec qui il danse et qui joue la méchante du film, Tia Carrere, est formidable parce qu'elle est belle et elle joue bien la comédie aussi. On l'avait vue dans Wayne's World, tu te rappelles? Et elle a eu son heure de gloire à un moment. Ouais. Et elle fait vraiment Bond Girl aussi. Ouais, c'est un film réussi, il n'y a pas de problème. À part le petit problème de longueur que tu as peut-être perçu, c'est un peu long à la fin. Le problème, c'est que c'est les metteurs en scène comme ça qui ont le final cut, hein, et Cameron en est un. C'est-à-dire qu'ils font durer souvent, c'était pareil dans Terminator 2, les poursuites durent, tu vois, enfin toutes les scènes d'action sont en général un peu hypertrophiées, c'est-à-dire ça dure un peu trop longtemps, parce que tu sens que lui, ça lui plaît, tu vois, il aime ça. Et donc il les fait durer parfois, et ça cannibalise parfois un peu le reste. Hein, il a surtout hypertrophié Schwarzenegger. Quand tu compares la version française et la version américaine, pour révéler quand même les personnalités des réalisateurs, c'est-à-dire que tu as l'impression, bon, dans la comédie française, ça reste quand même, il n'y a pas d'action quasiment, hein, c'est très statique par rapport au film de Cameron, parce que c'est pas les mêmes moyens, mais ce qui est marrant, c'est comment Cameron, à partir d'une petite histoire de couple, comme ça, assez banale, d'une femme qui se lasse de son mari et qui essaye de fantasmer sur un type qu'elle prend pour un agent secret, avec Cameron, ça devient une guerre thermonucléaire à la fin, c'est-à-dire que la crise de couple donne presque l'apocalypse nucléaire à la fin, c'est-à-dire c'est comment tu augmentes, comment tu l'emphases, tu vois, à partir d'une petite histoire, comment pour lui ça ne peut que finir en guerre nucléaire à chaque fois, quoi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur une chose, qui est que c'est pas une petite histoire, et je veux te dire pourquoi. J'ai cherché toute ma vie des postulats, moi, qui soient riches. C'est extrêmement riche d'avoir un type qui en fait a une vie incroyablement dangereuse la nuit, qui pourrait être admiré par sa femme pour ça, qui joue au quotidien dans la journée et qui est méprisé par sa femme, et arrive, et c'est là où c'est compliqué pour le scénariste, arrive un type qui se fait passer pour un espion. Et quand le vrai espion va comprendre qu'il le trahit, en fait, avec sa femme, c'est fantastique comme débouché pour un scénariste. Alors évidemment, quand on a les moyens de Cameron, tout à coup, l'espion est là en train de crâner, il y a un avion qui décolle à la verticale derrière la fenêtre. Tu parlais d'Il était une fois un flic, mais il y a aussi le grand blond, avec ces gens dont on croit qu'ils sont
Ouais, ce bien qu'ils ne sûr. sont pas. Oui, mais tu vois, dans le comique, quand on avait parlé ensemble dans le podcast de Eyes Wide Shut, où je t'avais demandé, tu sais, là, si on voulait faire une comédie à partir d'Eyes Wide Shut, comment on pourrait faire? Ben, quelque part, Cameron, il a trouvé quelque chose, parce qu'il voit en quoi le métier de ce mec qui est agent secret, tout d'un coup, est saboté. C'est-à-dire, ce type ne pense plus qu'à une chose, parce qu'il est aveuglé par la jalousie, c'est-à-dire à essayer de régler son compte à Bill Paxton, tu vois. Il est fou de rage à se dire, elle me trompe avec ce minable, tu vois. Et ça, il met sa mission après de côté, tu vois. Il ne pense plus qu'à ça, cette nature obsessionnelle comme ça de la jalousie. Finalement, là, il l'utilise à des fins comiques, tu vois. Quoi. Attends, il y a surtout un jeu d'acteurs formidable. C'est quand Schwarzenegger est sonné par... quand il apprend que sa femme le trompe, et qu'il passe devant un bus qui manque de l'écraser, il se transforme en zombie. Ouais. Et transformer Schwarzenegger en zombie, c'est pas commode, parce qu'il est presque aussi gros que le bus. Oui, mais il a eu l'intelligence de jouer avec son image, c'est-à-dire, tu vois, alors que je pense que certains acteurs ne l'auraient pas fait. Quoi, mais attends, il a surtout les moyens de le faire. C'est pas facile de tout à coup être sonné par une nouvelle, que ça apparaisse sur toi, ton corps, ta corporelle, ton visage à ce point-là, tu vois. Mais il a su quand même assez vite prendre le chemin de la comédie dans ses films, puisque les films qu'il a fait avec Danny DeVito, la Twins, c'était quand même clairement une comédie qui jouait sur un postulat idiot, enfin a priori ridicule, c'est genre deux types, Danny DeVito et Schwarzenegger qui seraient frères, tu vois, jumeaux, c'est un peu complètement délirant. Non, c'est très drôle aussi, c'est un grand sujet, tu sais pourquoi ? Parce que les faux jumeaux, ça existe. En fait, c'est deux ovules différents, mais qui sont dans le même rapport utérin, et ils sortent ensemble. Et avoir un frère comme Dave DeVito quand on est Schwarzenegger, grande idée de cinéma. Et après, tu vois, il a fait Junior aussi, où c'était l'histoire d'un homme enceinte, tu vois. Un peu moins bien que Et il avait Twins. fait Kindergarten Cop aussi, tu vois, un truc, le flic, Mais le flic à la maternelle. tous Vin Diesel, The Rock ont essayé de l'imiter en faisant justement le côté action man d'un côté et ensuite plus comique. Et Last Action Hero aussi, tu vois, était un truc un peu comique. Ils n'ont pas le talent. D'ailleurs, quand on parlait du magnifique, Last Action Hero, il y a un côté magnifique aussi. Tu vois, bien sûr, absolument. Il y a un truc que Jean avait dit un jour, je m'en rappelle, il se méfie. En fait, il a dit que parmi les super-héros qui ont été joués par des malabars, Michael Keaton a été un des meilleurs... Tout le monde le sait que c'est un des plus grands Batman. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'était pas du tout un culturiste. Non, Batman n'est pas un super-héros, c'est un type normal qui s'habille, tu vois, comme Zorro, un peu et donc il met une armure pour avoir l'air balèze, parce qu'à la base, il est peut-être pas un culturiste. On a souvent fait appel à des balèzes pour jouer des balèzes. C'était une erreur. Ouais. Parce que quand tu m'as dit que Reeves, dans Superman, il était maigre, on lui a fait un survêtement musculeux, et en fait, il a préféré faire de la gymnastique. Mais Reeves, il joue un extraterrestre, enfin un type très 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 fort, quoi. Mais personne filme l'action, je trouve, comme James Cameron. Parce que tu as vu, c'est cette piste, comme on dit, quand ils sont dans les toilettes et qu'ils se battent, Schwarzenegger. Moi, j'adore les combats dans les toilettes. Il y en a un dans Casino Royale, tu sais, il y en a dans plusieurs films comme ça. Et c'est très impressionnant parce qu'il se bat contre d'autres culturistes qui bougent très bien, tu as vu. Et cette scène avec le cheval. Ah, c'est fantastique. Un type qui traverse un hôtel à cheval, je veux dire, c'est fantastique. Oui, puis tu as tous les trucs de la comédie où tu as des gens qui font aller les double take, des gens qui voient tout d'un coup ce cheval passer, tu sais, c'est vraiment... Beau travail. Ouais, du très beau travail. Avec Tom Arnold qui dit « ton cheval », quand tout d'un coup il se rend compte que l'autre est à cheval, qu'est-ce qu'il fout à cheval, tu vois. Donc c'est très bien fait en termes d'action et de comédie. Moi, ce qui m'a étonné, c'est un type comme Cameron, qui a quand même un petit peu le monde à ses pieds, tu vois, qui a fait des succès énormes. Quand Schwarzenegger lui a dit « j'ai ce petit film français, La Totale, où il y a une idée marrante », la plupart des metteurs en scène auraient dit « Attends, je vais pas m'emmerder à refaire un film français, je vais refaire un truc un peu, je vais prendre l'idée, tu vois. » Enfin, ils ont quand même adapté le film, tu vois, c'est crédité au générique. Il n'a pas trouvé ça dégradant de prendre une idée, tu vois, d'un petit film comme ça, français, pour faire son film à lui, alors que c'est rare à Hollywood. Ça. C'est drôle parce que j'ai rencontré Marcel Carné, tu vois. Hein. Ça ne me rajeunit pas. Et lui était tout à fait en fin de carrière. Et j'ai bu un verre avec lui. Il était dans un nightclub. Et je lui ai dit, mais vous aimeriez faire une comédie ? Et il m'a répondu, tous les metteurs en scène qui déraillent, etc., finissent pour essayer de faire une comédie pour rattraper leur carrière. Moi, je ne veux pas faire ça. Ce qui est faux. Regarde,
Cameron n'a pas hésité à faire une comédie. Ouais. Et en même temps, est-ce que ça, non, tu sais que la comédie a un peu décliné en Amérique, il y en a moins en tous les cas en termes de quantité, peut-être de qualité aussi, certains diront, mais est-ce que ça commence pas justement avec ce genre de films qui sont aussi drôles que certaines comédies et qui en plus ont l'action qu'ont les grands films d'action de blockbuster, tu vois? Mais je crois pas qu'il y ait une bonne comédie qui puisse se passer d'action. Moi qui ai mis deux types sur un sofa. Le dîner de con. Oui, il n'y a pas beaucoup de. Il y a un accident de voiture. Il y a un accident de voiture à un moment. Il y a de l'action dans La Chèvre, il y a de l'action dans Les Compères, il y a de l'action dans Tais-toi, il y a de l'action. J'ai pas dit qu'on pouvait pas faire de comédie d'action. Je te dis qu'il y a certaines comédies qui. J'ai compris. Comme voilà, ok. Tu sais, tu me connais. C'est-à-dire que tu as des comédies et pas mal des tiennes, enfin surtout la plus célèbre pour moi, qui viennent un peu de pièces de théâtre, si tu veux. Donc c'est vrai qu'à l'origine. Billy Wilder. Billy Wilder, presque tous ses films viennent d'une pièce de théâtre. Spéciale dernière, c'est complètement une pièce de théâtre. Mais c'est pas un film d'action. Ah non, je parlais des pièces de théâtre qui servent. Oui, mais je dis quand tu parles d'action, que toutes les comédies il y a de l'action dans toutes les comédies. Celles qui viennent du théâtre, souvent il y en a pas, quoi. Tu vois, enfin, c'est quand même un décor unique ou des. Encore qu'il paraît que certains l'aiment chaud. C'est une pièce de théâtre autrichienne. C'est un film surtout, Fanfare d'amour, ça s'appelle. C'était au départ, paraît-il, une pièce. Je crois que c'est juste le truc des mecs qui se déguisent en femmes, quoi. Mais c'est pas du tout la même chose. Il y a pas la mafia qui les poursuit, tout ça, tu vois. Mais c'est le thème des types qui sont obligés de se déguiser en femmes, quoi. Papa ? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Arnold Schwarzenegger ? C'est une rencontre très brève parce que je marchais dans un des parcs de Los Angeles et j'étais torse nu, donc. Se retrouver en face d'Arnold Schwarzenegger quand on est torse nu, c'est une chose à éviter. Et tout à coup, j'entends un bruit de cheval et il arrive sur un cheval blanc qui avait des espèces sur ses pâturons comme des chaussettes rouges. Et quand tu vois Conan sur un cheval arriver vers toi et que toi, tu es là avec ton petit torse fluet, tu vois, bizarrement, il m'a regardé avec intérêt comme ça, alors que moi, je le regardais fatalement avec intérêt. Et ça s'est arrêté là parce qu'il est marié. Non, ça s'est arrêté il aurait pu là. descendre en disant voilà, je vais te donner des conseils pour améliorer ton biceps, pour avoir l'air un peu... Parce qu'il paraît qu'il a un cours de muscu maintenant. Il donne des cours de muscu. Une masterclass, en ligne. Je crois, à Venise, je crois, il a carrément un truc. Il est à Gold's Gym, voilà. Tu sais qu'il y a un gymnase légendaire depuis des années. Oui, mais il a essayé de faire un truc qui, lui, l'a envoyé à une double opération de la valve cardiaque, tu vois. Il a essayé de faire un concours de Mister Olympia sans stéroïdes. Et c'est impossible. Ouais. Toi, tu avais réussi, toi. Moi, j'ai réussi à être... À propos de drogue, il y a une scène fantastique dans le film où on lui donne le sérum de vérité. Tu sais, ça, c'est une scène que tu aurais pu écrire. Et tout d'un coup, il annonce à ses tortionnaires et à tous les méchants dans la pièce qu'il va leur faire un à un. Et il le fait, parce qu'il ne peut pas ne pas être sincère sous sérum de vérité. And what makes you think you can do all that? You know my handcuffs? I picked them. Ça, c'est une belle idée de scénario, quand même. Je trouve que c'est très intelligent, tout ça. Parce que c'est Cameron qui a écrit lui-même l'adaptation. Ouais. Tu sais comment Cameron appelait le scénario ? Ça va te parler, ça. Ma bête noire, en français. Je comprends très bien. Pas moi. Hein. Non, c'est vrai, le scénario, un jour, peut-être qu'on le comprendra. Toi, sûrement, d'ailleurs. Tu es scénariste. C'est la pierre d'achoppement de tout le film. C'est-à-dire que derrière, on idéalise le metteur en scène. Mais s'il y a des metteurs en scène qui, effectivement, à partir d'un scénario moyen, font un grand film, à partir d'un scénario idiot, c'est très difficile de faire un grand film. Alors qu'un bon scénario, même un metteur en scène médiocre peut faire un bon film. Moi, ce qui m'a toujours épaté, c'est on en parlait à propos de Barry Lyndon la dernière fois, c'est-à-dire c'est les metteurs en scène, même les grands metteurs en scène, qui s'engagent dans un tournage alors que le scénario n'est pas fini. Et dans le cas de Barry Lyndon, c'est que même on pouvait me dire qu'il n'était pas écrit, quoi, tu vois, puisque la version de tournage du scénario, tu la vois, ça n'a rien à voir avec le film. Mais il faut avoir 300 jours de tournage où justement tu peux... Oui, mais t'imagines la fatigue que doit représenter le tournage d'un film comme Barry Lyndon. C'est-à-dire que le gars, quand il rentre le soir chez lui ou dans sa chambre d'hôtel, il est en train de réécrire les scènes du lendemain et il les écrit très bien. C'est un truc qui, pour moi, me paraît complètement surhumain, quoi. Et Chaplin, qui refaisait un tiers, voire la moitié d'un film, parce qu'il avait les moyens de le faire, parce que c'était une star gigantesque, on lui donnait tous les moyens.
Et les lumières de la ville, ça a duré combien de temps à tourner? C'est comme Kubrick, il recommençait des fois 10 fois, et il les recommençait pas de la même manière, souvent dans un autre décor, avec une autre disposition de... Mais en gardant l'actrice qui est devenue folle à la fin. C'est drôle, il y a un truc dans le film, on voit souvent à travers les films de cette époque entre Schwarzenegger et Stallone des rivalités dans leurs films. Et à un moment, t'as Jamie Lee Curtis qui dit dans le film, elle se tourne vers quelqu'un, elle dit « J'ai épousé Rambo ». I married Rambo. Quand elle découvre que son mari est un espion, tu vois. Moi, j'ai pas aimé. Ouais, ça c'est justement le côté pop culture. Ouais. On sent qu'il se... mais c'est amusant parce que Cameron a écrit le scénario de Rambo 2, si tu veux. C'est comme ça qu'il a un peu commencé, si tu veux. Et donc ça devait être une allusion parce qu'il devait connaître un petit peu Rambo comme ça, aussi l'univers de Rambo comme ça. Mais est-ce qu'on peut dire que True Lies, j'étais en train de réfléchir là, en vous écoutant parler, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le seul exemple de remake de film français qui est supérieur à l'original? Je connais pas les autres remakes, parce que Le Salaire de la peur m'avait bien plu, mais ça n'a pas marché. Le Salaire de la peur américain. Oui, mais... On peut pas dire qu'il soit supérieur au film de Clouseau. Moi, je l'aime beaucoup, mais je dirais pas qu'il est supérieur. J'adore le Friedkin, mais je trouve quand même qu'il y a un suspense dans le film de Clouseau qui est beaucoup plus fort que dans le film de Friedkin. De toute façon, je compare pas les deux, parce que il y a un marchand de vin qui m'a dit un jour, il faut pas comparer un vin américain à un vin français. Le vin américain a ses qualités et le vin français a ses qualités. Mais souvent, les Américains ont tendance à appauvrir terriblement les scénarios, et t'en sais quelque chose des scénarios français. Moi, j'ai eu 8 remakes ou 9 remakes de mes films. C'est pire que ça parce que tu as un producteur qui achète un scénario français. Il est obligé de le montrer à tout un tas de mandants, tu vois, pour essayer d'engager des acteurs, etc., un metteur en scène. Petit à petit, il se fatigue de ce qu'il a amusé dans le scénario français. Et la première phrase qu'il dit aux scénaristes américains qui vont le prendre en main, c'est « Make it richer », fais-le plus riche. Et à ce moment-là, ces abrutis mettent de la crème fraîche sur du foie gras, tu vois. Oui, mais... C'est-à-dire que ça donne des très mauvaises adaptations. Est-ce que tu ne crois pas que True Lies, on peut dire quand même que c'est plus riche que la totale? Mais là, tu prends un génie. Moi, je te parle de ce qui se passe. J'ai eu 8 films refaits ou 9, je ne me rappelle plus très bien. Et puis toi, c'était pas le réalisateur qui faisait son adaptation lui-même, quoi. C'était 3 scénaristes qui s'y mettaient. Et toi, t'as quand même eu un génie. T'as quand même eu Billy Wilder, tu vois, quoi. Oui, il s'est cassé la gueule comme moi. Donc ça marche pas toujours. Donc je me demande si c'est pas le seul exemple. Pour parler de Billy Wilder, ce qui est extraordinaire, c'est cette fin de film où il danse à nouveau le tango, mais avec sa femme cette fois-ci, parce qu'il a une rose dans la bouche, comme la fin aussi de certains Lame Show. Et en plus, on peut admirer quand même le voyage de Schwarzenegger et Cameron ensemble, parce qu'il commence par I'll be back, en arrivant tout nu comme ça du futur, avec très peu de mots, pour arriver à danser le tango avec une femme. C'est extraordinaire quand même d'avoir façonné ce géant autrichien comme une glaise merveilleuse. Mais curieusement, True Lies aujourd'hui, c'est pas le film, tu vois, que les gens évoquent pour parler de Cameron. C'est-à-dire que tout le reste, les Avatar, les Terminator, ont éclipsé, et Titanic surtout, ont éclipsé complètement ce film-là, que moi je trouve finalement assez supérieur à qui est certains. Le dernier film contemporain qu'il ferait, parce qu'après il part dans le passé ou le futur. Oui, mais surtout Abondance de bien nuit. C'est-à-dire que quand tu fais tellement de choses extraordinaires, on oublie le comique pour regarder le spectaculaire, tu vois. Ouais, mais moi... C'est comme ça. Moi, j'avais trouvé quand même que... Bon, alors, aujourd'hui, on se dirait... Parce qu'à l'époque, déjà, moi, j'avais trouvé que c'était assez gonflé, mais la peinture des terroristes islamistes, si tu veux, dans True Lies, tu te dis que même aujourd'hui, fait par des Américains, ils baisseraient le curseur. Ce qui explique pourquoi ils n'ont jamais pu faire le deuxième. Ils voulaient faire True Lies 2, bien sûr, parce que moi j'aurais bien vu d'autres aventures d'Harry Tasker, mais c'était déjà post 9-11, tu vois, c'était déjà démodé et c'était plus possible. One turn of that key. What key? That key! Mais donc, tu as des terroristes islamiques extrêmement caricaturaux. Quoi. Tu vois, surtout le personnage qui est joué par Art Malik, tu vois, qui est le chef Cela dit, celui qui joue le type qui part à moto dans la piscine, là, c'est un bon acteur aussi. Art Malik? Oui, il ressemble à une espèce de John Cazale persan, tu sais. Alors vous savez que ce type, en fait, n'est pas musulman. Hein. Je crois que c'est un Américain, en fait, qui a un physique comme ça. Pakistanaise, effectivement. Mais il a un regard allumé, je veux dire. Alors vous savez, il a joué un rôle dans un téléfilm en 2 parties, et c'est un rôle en fait qui a été joué par d'autres acteurs. Vous savez, c'est le fameux criminel qui s'appelle le Serpent.
Charles Sobrage, que ouais, Tahar ouais, Rahim a joué dans une série Netflix et que Billy Friedkin voulait lui porter à l'écran à un moment. Et donc il a fait ce téléfilm qui s'appelle, je crois, La Trace du Serpent, où il joue ce criminel, donc Charles Sobrage. Tu vois, et le téléfilm n'est pas terrible, mais lui était très bon. Moi, j'avais vu le téléfilm. Ah, c'est un bon acteur. Bien, merci mes ciné-buddies, vous fûtes des super spies, des assets, comme on dit dans les films de Bourne, inégalables. Laurent, aussi à l'aise avec Kubrick qu'avec Arnold. Et Papa, dont le regard précieux nous éclaire sur les films et le cinéma, nous vous remercions. Je vous ai compris. Voilà des remerciements qui vont compter. Hein. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas bien sûr de liker, de partager et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec plein de surprises. Et tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors Laurent Vachon, bonjour chez vous. Francis Weber, je file au gymnase. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast grand écran. Get to the choppa. Et maintenant, je ne vais pas chanter, ne pleurez pas, mais je vais vous donner quelques citations sur le mensonge. True lies. Alors, sans le mensonge, la vérité périrait de désespoir et d'ennui. Anatole France. Parfois, le mensonge exprime mieux que la vérité ce qui se passe dans l'âme. Maxime Gorky. J'en ai une aussi. Ah ouais? Je crois que c'est de Voltaire. Il a dit « Je ne suis pas menteur parce que je n'ai pas de mémoire ». C'est très fort, parce que quand tu mens, tu te prends les pieds quand on te demande de raconter ton histoire un an après. Donc, surtout, et je dis ça à tes spectateurs, dites toujours la vérité, sauf dans vos commentaires. Hein.